Ok, donc bonjour, rebonjour tout le monde. Euh, alors, on va pouvoir faire ce séminaire sur les structural equation model. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir accepté de nous faire une présentation, une introduction aux modélisations en équation structurelle. Donc, le séminaire est enregistré et on pourra le diffuser aux membres de la DRIPS qui n'auraient pas pu se joindre à nous à 13h. Et bien, écoute, on peut commencer, je pense. Ok, Merci. merci Gaël, merci de cette invitation et effectivement de me permettre de présenter ce que sont ces différentes modélisations statistiques qui sont de plus en plus utilisées dans de nombreux articles. Ça devient maintenant presque d'un usage courant. Pendant très longtemps, c'était resté confidentiel parce que c'est des opérations qui sont quand même assez complexes. Et maintenant, bah, avec les développements des logiciels, voilà, ça devient plus simple. Et c'est vrai, quand on est sur certains types de recherche, notamment qui utilisent des échelles, ça devient pratiquement systématique et obligatoire de comprendre ce type d'analyse, parce que sinon on est très vite mis en difficulté sur la compréhension de l'intérêt en fait, de développer ce type de modélisation. Alors, je vais donc vous faire, comme l'indique ce titre, juste une introduction, puisque c'est un vaste univers, hein, les modélisations par équation structurelle. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je pars du principe que, alors pareil, il y a différents niveaux de compréhension. Je pars du principe que on est un petit peu habitué tout cela aux corrélations. On sait ce qu'est une corrélation, on sait ce que c'est que, effectivement, de mettre en relation des séries de variables, puisque tous ces systèmes d'analyse sont des systèmes qui reposent sur des relations entre des variables, donc sur des corrélations. C'est la statistique de base, on va dire, la corrélation. Et à partir de là, mettre en relation avec quand même une structure causale qui permet effectivement de dire, même si on n'est que sur des relations à la base, ben, il y a quand même une causalité qui est inférée, causalité que l'on a quand même dans les corrélations à travers des modèles de régression qui sont évidemment intégrés à ce type d'analyse. Alors, donc le principe de ces analyses-là, c'est que déjà, on n'est pas dans un univers inconnu. Pour ceux qui connaissent ce type d'univers, on est sur ce qu'on appelle des analyses multivariées. C'est-à-dire que c'est des analyses qui permettent d'évaluer des variables en même temps, collectivement, et donc qui permettent effectivement d'avoir des modèles qui sont relativement complexes, parce qu'on met plein de variables en même temps. On parle de modèles en fait par équation structurelle, mais en fait il y a deux choses qu'il faut distinguer dans l'idéalisation par équation structurelle et que je vais distinguer justement pour pouvoir les présenter correctement. Parce que quand on parle d'équation par modélisation par équation structurelle, il y a deux portes d'entrée finalement. Et la porte d'entrée qui est la plus utilisée, parce que c'est celle qui est la plus utile, c'est la porte d'entrée modèle de mesure, qui repose sur analyse factorielle. Mais je vais la présenter en deuxième, parce qu'en fait, il y a une autre porte d'entrée qui est la prédiction, qui s'appuie sur les modèles de régression. Et donc, c'est deux ports d'entrée des modélisations par équation structurelle, tout simplement parce que les modélisations par équation structurelle, c'est la combinaison des deux, en fait. C'est la combinaison d'une prédiction et d'un modèle de mesure. Et d'un point de vue statistique, ça envoie très explicitement à la régression et l'analyse factorielle. Donc, je vais parler des deux, l'une après l'autre. Je vais commencer par la régression et je finirai par l'analyse factorielle. Il est bien évident à chaque fois que je ne présenterai pas les équations mathématiques, je ne présenterai pas les manipulations qu'on peut faire sur divers logiciels, mais je présenterai par contre les principes théoriques qui guident en fait ce type d'analyse. Et après, libre à vous de pouvoir les utiliser. J'ai présenté quand même quelques logiciels qui permettent de les calculer. Les modélisations par équation structurelle reposent sur ce qu'on appelle une approche confirmatoire. C'est pas des analyses en fait. On a deux approches en statistique, soit exploratoire, soit confirmatoire. Donc c'est pas comme l'analyse factorielle qui est plutôt une approche exploratoire justement. C'est plus proche en fait de la régression qui est plutôt une approche confirmatoire. Euh, Puisque en fait on cherche à valider des hypothèses. C'est-à-dire que vous n'allez pas sur ce type de modèle si vous n'avez pas d'hypothèse. Vous commencez par avoir des hypothèses et après vous avez le droit d'y aller. Et si vous n'avez pas d'hypothèse, si vous lancez sur explorer, bah, vous n'avez pas la bonne méthode et je vous déconseille fortement d'en parler comme ça, où que ce soit, et surtout dans les articles scientifiques, parce qu'on vous dira il faut quand même repasser avec un cas théorique en bonne et due forme, quoi. Donc c'est une approche confirmatoire, vous avez un modèle théorique que vous allez chercher à confirmer.
Sans modèle théorique, il n'y a pas de modélisation par équation structurelle, tout simplement. Un des avantages de ce type de modélisation aussi, que l'on n'a pas justement dans les modèles de régression, c'est qu'on intègre l'erreur dans le modèle. Donc on va essayer d'estimer l'erreur. Ça, c'est une grande force de ce type de modèle, ce qui permet en fait d'assurer un peu plus la réplicabilité de ce type d'équation. Et pourquoi est-ce qu'on parle justement de modèle? Tout simplement parce que on a plusieurs variables qui sont évaluées simultanément dans un cadre causal. C'est-à-dire que A va causer B, qui va causer C, qui va causer D, et A peut aussi causer D. Donc tout ça, c'est évalué en même temps. On a toutes ces équations-là qui sont évaluées en même temps. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'on confirmait, qu'on infirmait le modèle, ben c'est justement ça. C'est ce modèle dans sa globalité qui est infirmé ou confirmé au travers justement d'une hypothèse, de plusieurs hypothèses d'ailleurs. Il y a plusieurs hypothèses qui est liée à un modèle théorique. Donc voilà sur les grands principes des modélisations par équation structurelle. Bah maintenant, je vais pouvoir, je vous ai présenté un petit peu comment ça fonctionnait, je vais pouvoir rentrer un petit peu dans le détail. Je sais pas comment ça s'organise au niveau des échanges. Est-ce qu'on les prend au fur et à mesure ou est-ce qu'on les prend tout à la fin, Gaël? Ouais, généralement, on fait à la fin, mais après, c'est aussi comme ce qui est. Enfin, peu importe quoi. Ce Donc, qui est plus donc, simple. du coup, je vais vous laisser m'interpeller si jamais il y a des questions qui sont trop prudentes au fur et à mesure. Si vous m'interpellez pas, je vais considérer que ça va, je suis suffisamment clair. Alors, je dis ça parce que il y a peut-être des fois, j'irai peut-être un peu vite, il faudra peut-être que je revienne. Et s'il y a des questions, pour réexpliquer des concepts bah, qui sont indispensables pour comprendre la suite, parce qu'il y a quand même un petit enchaînement logique dans tout ça, il ne faudra pas hésiter à m'interrompre. Parfait. Donc, je continue là, j'en déduis que pour l'instant, tout va bien. Donc, comme je l'ai dit, je vais commencer par la régression, qui est la première patte, on va dire, des modélisations par équation structurelle. Régression auquel je vais adjoindre une autre type de relation qui est causale, qui est ce qu'on appelle les pistes causales, justement, qui est la plus spécifique aux modélisations par équation structurelle. Alors, je vais repartir quand même un petit peu repartir sur des choses assez simples, de façon à ce qu'on puisse savoir exactement de quoi on parle et que justement je ne vous décroche pas au fur et à mesure de l'avancée de cet exposé. Donc j'ai commencé par un exemple de régression simple, hein, et on va fixer un certain nombre de termes justement en relation avec ces différents éléments de la régression. Alors je vais prendre par exemple une variable qui s'appelle niveau d'intérêt pour le vocabulaire, que je vais fixer entre 1 et 7, qui va être ma variable x. Le score d'intérêt, pas le score d'intérêt, le score, un test de vocabulaire, le nombre de mots que vous connaissez tout simplement, qui lui va être fixé entre 1 et 100, c'est la variable y. Et mon équation de régression va donc me permettre de prédire mon score au test de vocabulaire à partir de mon niveau d'intérêt dans le cadre d'une régression qui est égale à y égale à x plus b. C'est une régression la plus simple possible qu'on puisse imaginer. Donc ça veut dire très concrètement que si on a un individu qui a un score d'intérêt de 2, on peut, grâce à ça, prédire son score qu'il a de vocabulaire en prenant l'équation qui est ci-dessous, hein. Donc, Y étant mon score en vocabulaire, enfin mon score, mon test de vocabulaire. Si je dis que... je me suis trompé, on est d'accord que euh, X est égal à 2 effectivement, ici. Donc, du coup, c'est x étant égal à 2. Je vais changer légèrement les termes de mon équation. Hop, je l'ai fait un tout petit peu trop vite, donc forcément après, ça va aussi partir pas tout à fait bon. Donc ça veut dire que mon score, le score, non, excusez-moi, non, non, x est bien égal à 8. Si ma régression qui est égale à 8, c'est bon. Je me dis, j'ai eu un moment de panique, je me suis dit, je me suis trompé. Donc du coup, tout va bien. Donc ça va, mon score d'intérêt est égal à 2, donc j'ai mon équation de régression qui m'a bien donné un score à 8 au niveau de mon équation de régression, donc c'est y égale à 8x plus 1. Donc ça veut dire que je peux, à partir de cette équation de régression, définir effectivement mon score score de vocabulaire à partir de ce score d'intérêt qui est défini à 2, tout simplement en appliquant cette équation-là, ce que je vais faire tout de suite.
Donc, y est égal à 8x plus 1. Donc, ça me donne y est égal à x plus b. Donc, x est égal à 2. Ça donne a est égal à 8 et b est égal à 1. Ça me donne un score de 17. Donc, 17, je vais prendre mon pointeur. 17 est ici. Mon score de x est ici. Ici, j'ai mon terme a qui est à 8 et mon terme b qui est à 1. Donc ça, c'est les deux termes que je vais vous faire repérer tout de suite parce qu'on va beaucoup en parler par la suite. Ce terme A ici, c'est ce qu'on appelle la pente. Donc littéralement la pente, hein, vous voyez, c'est ça. C'est ce qui me permet de définir en fait le niveau de relation que j'ai entre les deux termes de mes deux variables ici. Il est évident que si ma pente est égale à zéro, je n'ai pas de relation. Il faut donc que ma pente ait une certaine valeur pour que j'ai une relation qui va être là. Donc là, cette relation-là ici, on peut la normaliser, elle n'est pas normalisée si on peut la mettre à le faire varier entre 0 et 1. Là, ce n'est pas le cas. Donc ça me permettrait de dire, bah, plus c'est proche de 1, meilleure est la relation, plus c'est proche de 0, moins bonne est la relation. Là, ce n'est pas le cas. Là, je suis vraiment sur un B. Et donc ici, grâce à cette pente-là, je peux avoir la valeur de Y, mais en fait, la droite de régression va rejoindre l'axe ici Y à un moment donné. Et quand elle rejoint l'axe Y, ça s'appelle l'ordonnée d'origine, la valeur de B qui est là. Et donc à partir de là, j'ai plus qu'à ajouter en fait le moment où ma droite de régression rejoint mon axe Y pour avoir ma valeur 17. Donc du coup, ici, ça me donne mes différences finalement entre mes valeurs réelles et mes valeurs prédites que vous avez là. Si je reprends la même chose, hein, on continue simplement. Donc ici, j'ai une valeur in ici qui est une valeur vraiment mesure, c'est mes différentes mesures. Mais en fait, ce que j'ai, en fait, ma donne en régression ne me donne pas mes mesures, hein, elle me donne simplement mes valeurs prédites que l'on pourra avoir. Donc il y a toujours un écart entre vos mesures et vos valeurs prédites. Et c'est donc justement cet écart-là qu'on va appeler erreur, qui est effectivement intégré aux équations par modélisation par équation structurelle. Vos différentes erreurs, en fait, vont être intégrées et ça veut dire effectivement qu'on va prendre en compte ce qu'on appelle la variance d'erreur. Donc, variance d'erreur qui est représentée ici. Donc, finalement, quand vous avez un point, le point Y qui est là, qui est le vrai point, qui est celui que l'on observe, et le point que l'on prédit, qui est le point Y ici, là, ben, il y a un écart. Donc, vous avez ce que vous êtes capable d'expliquer, ça c'est la variance expliquée. Donc, bah, ça dépend en fait des points que vous avez, qui est plus ou moins proche. Et puis, vous avez une partie de la variance, vous voyez ici, elle est beaucoup plus importante, une partie de la variance qui est inexpliquée, qu'on appelle la variance d'erreur. Donc, tous ces éléments-là sont intégrés dans les modélisations par équation structurelle pour justement expliquer l'ensemble de la variance. C'est-à-dire que dans les plupart des équations, on exclut la variance d'erreur. Ici, on l'intègre. Et tout ça, on va en faire un modèle qui va nous permettre finalement de comprendre comment tout ça, ça se produit. Et ce modèle est repris au travers de différents schémas que vous avez ici. Donc y est égal à x plus b, on l'a ici, sous forme schématique, hein. Donc y est égal à x plus b, ici, hein. Donc x est là, qui va prédire y, ce qu'on appelle la pente, on est d'accord, c'est ici, et b, l'ordonnée à l'origine, c'est ici. Et effectivement, dans la modélisation par équation structurelle, on va intégrer l'erreur epsilon ici, donc epsilon qui est là. Et on représente ça par tout un tas de petits symboles qui nous permettent justement de repérer, de créer nos structures. Et grâce à ces structures-là, on va pouvoir dire, ben ça impacte ça, et puis du coup, on peut s'attendre à tel type d'erreur. Donc on a différents symboles. Donc x ici, c'est ce qu'on appelle une variable observée. Quand vous avez un petit cercle ici, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle l'erreur. Et ça, quand vous avez un triangle là, c'est l'ordonnée à l'origine. Et ça, c'est ce qu'on appelle une piste. Donc une piste, c'est ni plus ni moins hein, une régression dans ce cas-là. Donc c'est différents éléments que vous avez là, hein. Le petit rectangle, variable observée, l'erreur, le petit cercle, le petit triangle, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est une piste. Et puis quand vous avez une relation ici, c'est la variance ou la covariance. Et c'est ce que vous avez là ici, puisque là, du coup, c'est la variance hein, que l'on a là, quoi. Donc, ça me permet d'introduire un peu de vocabulaire pour progresser dans la suite finalement de compréhension de ce que sont ces modélisations. Donc, on a les variables observées. C'est une variable qui existe vraiment dans les données. Alors, pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une variable qui existe? On dit, bah oui, c'est une variable qui existe. C'est parce que justement, une des grandes forces de ce type d'équation, c'est qu'on pourra avoir des variables qui n'existent pas, qui sont ce qu'on appelle des variables latentes, mais justement, c'est quand on abordera les indices factoriels.
Donc, on a les variables observées, on a aussi ce qu'on utilise plutôt dans le vocabulaire expérimental, les variables indépendantes, ici qui sont renommées en termes de variables exogènes. Et on a aussi des variables dépendantes qui sont renommées ici en termes de variables endogènes. Mais c'est la même chose, hein, si on a variable endogène et exogène. Alors pourquoi est-ce qu'on a variable endogène et exogène? C'est parce que en fait, on a plus une variable peut être à la fois endogène et exogène. C'est-à-dire que vous pouvez avoir en même temps une variable qui va dans la structure que vous proposez, est une explicative de et expliquée par. Donc du coup, à la fois dépendante et indépendante, endogène et exogène. Et le modèle structurel, c'est un modèle qui spécifie la relation entre les variables endogènes et les variables exogènes, donc qui peuvent être observées comme c'est le cas ici dans ce que j'ai présenté, mais qui peuvent être latentes, comme on le verra dans un deuxième temps. Donc ça me permet d'introduire ce qu'on appelle les modèles en piste causale, où on a plusieurs équations de régression qui sont évaluées en même temps. Donc là, on n'avait qu'une équation de régression. Donc, tant qu'on est là, ben, on reste avec des régressions classiques, hein, il y a pas de problème. Par contre, quand on est avec des modèles en piste causale ou par modélisation par équation structurelle, bah, là, du coup, on a plein de régressions en même temps. Et donc là, justement, on va pouvoir utiliser toute la puissance de ce type d'analyse. Donc, comme je le disais, puisque vous avez plusieurs équations de régression en même temps, bah, vous avez des équations où une variable va être une VI et la même variable va devenir VD d'une autre équation. Euh, une relation entre une VI et une VD, si on en a qu'une, quand on en a qu'une, ça s'appelle une piste. Donc c'est pour ça qu'on parle de modèle en piste causale, puisque on va faire des VI et des VD, c'est-à-dire qu'il y a des causes et des conséquences. Donc on aura plus ou moins de variables qui vont être des causes et plus ou moins de variables qui vont être prédites par ces différentes causes. Et comme je l'ai dit, quand on est en ce type de modèle, on est obligatoirement en référence par rapport à un modèle théorique. On va prendre un petit exemple pour que ça soit un peu plus parlant. On va prendre une échelle qui permet d'évaluer des stratégies d'autorégulation des apprentissages en trois dimensions. DEF, qui est la défaillance du contrôle de l'action, plan, qui est la planification de l'apprentissage, et DES, qui est la désorganisation des apprentissages. Donc, c'est une recherche que j'ai menée avec un collègue qui s'appelle Laurent Confroy. Et donc, on va créer en fait un modèle qui spécifie que ces trois dimensions vont, dans le cadre d'un modèle structural, rentrer en relation les unes avec les autres et qui vont spécifier comment est-ce qu'elles vont s'influencer l'une l'autre et surtout influencer les évaluations aux cours magistraux qui s'appellent CM. Du coup, ça nous donne ce type de modélisation, hein. Si on reprend ce que j'ai dit précédemment, on a la variable planification qui va influencer la variance d'efficience et la variable déstructuration et qui va elle-même influencer les contrôles aux examens. Ces deux variables-là, d'efficience et structuration, vont elles-mêmes avoir une influence sur le contrôle des examens et vont être influencées par la planification. Et tout ça, ça nous donne une structure. Et cette structure, c'est une relation, c'est un modèle en piste causale. Du coup, une fois qu'on a réussi à définir, donc ça c'est fait en référence à un modèle, hein, forcément, puisque finalement on pourrait avoir aussi dev qui est là, et puis pourquoi pas aller trop au même niveau. Non, c'est parce que ça, on sait ça doit se passer comme ça. On sait que la planification va avoir influencé la déficience et des organisations. Donc du coup, c'est forcément ce type de modèle qui doit être vérifié. Du coup, on peut prendre différents types de logiciels pour évaluer ce type de structure en piste causale. Euh, les logiciels qui sont utilisés, vous les connaissez sans doute au moins de nom, M+, Lavan, donc là c'est sur R, c'est une des bibliothèques de R, l'Israël qui est le premier en fait, Amos qui est une extension de SPSS, et dernièrement il y a Jamovi qui commence pas mal à étendre ses possibilités avec des modules complémentaires de modélisation par équation structurelle. Alors il fait de la modélisation, effectivement, tout simplement pour des échelles au niveau de la liste factorielle, mais il va même maintenant, avec certains modules, pouvoir examiner des relations, donc ça devient de plus en plus puissant. Moi, ici, je vais utiliser M+, parce que c'est le logiciel que je trouve le plus puissant, le plus pratique, le plus puissant, parce que il peut vraiment tout faire, ce qui n'est pas vraiment le cas des autres logiciels, et le plus pratique, parce qu'en fait, il vous simplifie énormément la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut prévoir avec les logiciels que M+ prévoit à votre place. Et c'est quand même assez confortable, surtout quand on n'est pas statisticien à la base.
Alors, quand on calcule avec quel que soit le logiciel, on a un certain nombre d'étapes qui sont totalement fixes. En fait, on peut pas, enfin, je veux dire, c'est pas une question de logiciel, en fait. J'en parle en cas d'un logiciel, mais en fait, tous les logiciels passent par ces étapes-là. Il y a pas le choix, en fait, parce que bah, c'est les méthodes de calcul sous-jacentes qui supposent ça. C'est donc pour ça que je voulais relater et c'est pour ça que bah, ça vous permettra, si jamais vous partez de vous-même sur ce type de modélisation, de l'utiliser, je pense, avec un certain confort. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle l'identification du modèle. L'identification du modèle, ça suppose en fait de pouvoir calculer le modèle, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si effectivement vous ne pouvez pas identifier le modèle, vous ne pouvez pas calculer le modèle. Et cette identification des modèles repose sur le nombre de degrés de liberté qui sont calculés et qui sont prévisibles en fait en fonction du nombre de variables que vous avez et du type de modélisation que vous faites. Parce que bah, si vous faites une modélisation trop complexe par rapport au nombre de variables que vous avez, bah, du coup, ça ne tient pas la route, quoi. Donc, il faut être aussi relativement modeste par rapport aux modélisations que vous voulez faire, par rapport aux variables dont vous disposez, quoi. Très concrètement, en termes de calcul, ça veut dire que votre nombre de degrés de liberté peut être égal ou supérieur à zéro. Ça ne peut pas être inférieur à zéro, forcément. Et du coup, il faut pouvoir l'anticiper un petit peu. Donc ici, c'est le nombre de degrés de liberté, c'est la différence entre le nombre de paramètres possibles qui est issu de la matrice de covariance et le nombre de paramètres à estimer qui sont tous les paramètres inconnus. Comme par exemple la pente, on ne la connaît pas puisque c'est calculé par équation. L'intercept, on ne connaît pas non plus, puisque c'est calculé par équation. Les covariances que l'on a entre les variables, on ne les connaît pas non plus, etc., etc. Donc tout ça, c'est calculé. Et donc, il y a une petite équation qui permet facilement d'avoir le nombre de paramètres possibles, c'est le nombre de variables observées multiplié par le nombre de variables observées plus 1 divisé par 2. Ça, c'est la fameuse matrice de covariance du plan d'analyse que j'ai ici, hein, qui est une même chose qu'une matrice de corrélation, en fait, mais sauf qu'on est sur la covariance plutôt que sur la corrélation, puisqu'elle n'est pas normalisée. Et donc, si vous comptez, ça vous fait 10 paramètres possibles qui vous est redonné ici. Et grâce à ces 10 paramètres, on sait qu'on ne peut pas avoir plus de 10 paramètres estimés dans notre modèle. Si on n'a plus de 10 paramètres, et ben, ça ne fonctionnera pas. On a trois cas de figure donc, qui vont se présenter. Soit on a une sous-identification, un modèle degré de liberté est inférieur à zéro. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas le faire. Donc, du coup, on oublie. Il faut qu'on ait soit ce qu'on appelle une identification juste, un nombre de degrés de liberté égal à zéro, soit ce qu'on appelle une suridentification, c'est un nombre de degrés de liberté supérieur à zéro. C'est ce qu'on va privilégier, en fait. C'est-à-dire que quand on utilise ce type de modélisation, on va chercher à avoir une suridentification et non pas une identification juste. Alors, quand on a une identification juste, on prend, hein, parce que ça me permet de faire certaines choses, mais quand on a une suridentification, on peut justement évaluer la qualité de la structure de notre modèle, chose qu'on ne peut pas faire lorsqu'on a une identification juste. C'est la grosse différence entre les deux. Et comme effectivement les modélisations par équation structurelle, leur gros intérêt, c'est de pouvoir évaluer votre structure globalement, c'est quand même plus sympa d'aller sur une suridentification. Alors le principe, pourquoi est-ce qu'on est sur ces degrés de liberté, quel sens ça a? C'est parce qu'en fait, in fine, ce que l'on cherche à faire, c'est évaluer dans quelle mesure le modèle théorique sans contrainte, c'est-à-dire sans relation entre les différentes. Enfin, le modèle théorique tel qu'il est calculé, plutôt, c'est pas sans contrainte, puisque le modèle sans contrainte, c'est encore autre chose. Donc, le modèle calculé, en fait, s'ajuste et est différent du modèle qui est prédit par les données. Donc, du coup, on fait la différence entre le modèle calculé et le modèle prédit. Et donc, c'est ça la différence qu'il va y avoir entre vos degrés, en fait, vos DDL, hein, votre nombre de degrés de liberté entre effectivement la matrice de covariance et le nombre d'éléments qui sont calculés. Donc, c'est cette différence-là, en fait, qui est estimée. Et si, effectivement, le modèle théorique calculé est pas trop loin du modèle calculé, du coup, eh ben, bah, ça veut dire en fait qu'il est plausible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est vrai, qu'il est vérifié, hein. On est quand même dans le cadre de modélisation statistique. On sait très bien que les statistiques, ça ne raconte pas trop la vérité quand même. Ça nous dit simplement que c'est plus ou moins plausible. Donc voilà, c'est là, dans ce cadre-là, on va dire ça, c'est plausible.
Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est juste plausible. Et le terme de plausibilité nous va assez bien, nous, en recherche, puisque sinon, c'est toujours ce qu'on cherche à faire. On cherche à avoir les éléments les plus plausibles possibles. Donc là, quand on n'a pas de différence entre les deux modèles, eh ben, c'est effectivement plausible. Donc, ça veut dire que notre modèle calculé n'est pas différent de notre modèle postulé théoriquement. Et donc, bah, ça veut dire que on s'approche un peu plus de la vérité quand même. Donc, c'est ça qu'on va chercher à démontrer tout au long, en fait, finalement, de ce type d'analyse. Donc ça veut dire qu'on va chercher à ajuster notre modèle théorique et notre modèle calculé. Donc c'est pour ça qu'on parle d'indicateur d'ajustement. C'est littéralement l'ajustement entre le modèle théorique et le modèle calculé. Et pour calculer cet ajustement, pour évaluer cet ajustement, pas pour calculer, on va parler des calculs après, pour évaluer cet ajustement, on utilise ce qu'on appelle des indicateurs d'ajustement. Le modèle d'indicateur qui est utilisé, le premier indicateur qui est utilisé, c'est le Ki2. Le Ki2, donc, qui vous permet de comparer tous les éléments en fait, de chaque modèle, un par un. C'est pour ça que vous avez effectivement des degrés de liberté. C'est ce on l'appelle, on parle d'indicateur d'ajustement absolu. Euh, si le modèle s'ajuste bien, je vous rappelle, le modèle ne doit pas être significatif. Le problème, c'est que le Ki2 a une courbe asymptotique et si vous êtes sur des petits effectifs, globalement, ça se passera plutôt pas mal. Vous aurez tendance à rejeter assez facilement le modèle. Si vous êtes sur des gros effectifs, ça va être de plus en plus difficile de rejeter. Ça sera de plus en plus facile plutôt de rejeter le modèle. Donc, du coup, nous, ça n'arrange pas trop. Alors, je vous rappelle qu'on est à l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Lorsqu'on est sur des statistiques assez classiques, on cherche nous, plutôt en général à, euh, à rejeter le modèle, enfin à rejeter en fait H0. Nous, on cherche à garder H0. Donc, on va garder assez facilement H0 lorsqu'on a peu de degrés de liberté. Lorsqu'on a beaucoup de degrés de liberté, on va rejeter facilement H0 et ça ne nous arrange pas. Et comme nous, on a toujours beaucoup de degrés de liberté, parce que les degrés de liberté dépendent aussi des effectifs, ça va nous poser beaucoup de problèmes. Donc, en fait, on a les chercheurs qui ont essayé de modéliser, de comprendre ces types d'analyses, ont proposé d'autres indicateurs par rapport au simple Ki2 qui, systématiquement, quand vous aviez un effectif de 500, 800 personnes, faisait que vous les rejetiez. Il faut savoir qu'en modélisation par équation structurelle, euh, pour pouvoir commencer à discuter et dire que c'est quelque chose, c'est une analyse qui vaut le coup d'être faite, il faut un minimum de 200 participants. Alors après, il y a des calculs savants à faire, mais sur lesquels personne n'est d'accord, pour vous dire globalement qu'il faut entre 5 et, on va dire, entre 5 et 30 participants par paramètre. J'ai bien par paramètre, hein. Donc là, du coup, ça dépend des justifications. Enfin, globalement, personne n'est vraiment d'accord. Euh, quand vous passez le seuil des 200, il y a quand même un petit consensus qu'en dessous de 200, c'est un peu limite. Au-dessus de 200, bon, ça va, on peut commencer à discuter sérieusement. Après, si vous avez un modèle très complexe, 200, c'est peut-être un petit peu juste aussi, quoi. Donc, on a différents indicateurs qui sont tous basés sur le Ki2, 12 indicateurs d'ajustement qui sont tous basés sur le Ki2. Je vous en mets trois qui sont extrêmement utilisés. C'est pareil, alors il n'y a pas vraiment de consensus sur les indicateurs qu'il faut mettre dans les modélisations par équation structurelle. Mais quand même, il y a quand même ces trois indicateurs-là qui se dégagent. Il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas tous les présenter. On pourrait passer 2 heures sur la présentation des indicateurs. Je en présente trois parce que c'est trois indicateurs essentiels, le CFI, le TLI et le RMSEA. Je donne entre parenthèses les petites équations qu'on utilise pour les calculer. C'est pas très compliqué, hein. Ils sont tous basés sur le Ki2. Et donc, c'est simplement une autre façon d'apprécier le Ki2, si vous voulez, justement pour diminuer cet effet de l'effectif. Et ces indicateurs-là, c'est pas comme le Ki2, c'est pas significatif ou non significatif, c'est des seuils. On prend des seuils. Le CFI, il faut qu'il ait un seuil qui soit supérieur à 0,90, c'est pareil, sinon on ne discute pas. Soit supérieur, le TLI pareil, 0,90. Après, il y a quand même un consensus qui commence à se dégager que c'est mieux quand même si c'est supérieur à 0,95. Le RMSEA, lui, c'est pas supérieur à 0,90, c'est plutôt inférieur à 0,08. Et pareil, c'est mieux quand c'est 0,06, mais disons que 0,08, c'est quand même pas mal. Alors, le désavantage du RMSEA, c'est qu'il est pénalisé avec les grands modèles qui ont beaucoup de paramètres absolus.
C'est pour ça qu'on prendra plutôt le SRMR que j'ai pas présenté, que j'aurais dû présenter ici. Ah, voilà, en tout cas pour... ah non, je le présente après. En tout cas, voilà les trois principaux indicateurs. Je rappelle les seuils, hein, CFI, TLI et RMSEA. Et puis vous avez l'intervalle de confiance aussi du RMSEA qui est pris en compte maintenant, qui doit être inférieur à 0,10. Le seuil de confiance à 90%, qui doit être inférieur à 0,10. Et effectivement, le SRMR, donc lui qui est moins pénalisé par le nombre de paramètres inconnus. C'est vrai que quand vous avez des gros modèles, en fait, c'est peut-être mieux de mettre le SRMR et de justifier que le RMSEA, du coup, il est un peu trop pénalisé. Ou en tout cas, s'il sort un peu des clous, ça vous permet de justifier. Il faut toujours le mettre, le RMSEA, mais disons que là, ça vous permet plus ou moins de justifier les choses. Et en tout cas, lui, le SRMR, il faut toujours qu'il soit inférieur à 0,06. C'est pareil, jusqu'à 0,08, ça va, mais disons que ça tique un peu plus, quoi. Donc, si on regarde par rapport à notre modèle précédent, euh, que j'ai calculé, on s'aperçoit qu'on a donc ça c'est une sortie, un extrait de sortie en fait qu'on a sur le logiciel N+. Ici vous avez un Ki2 qui est égal à 85, 87 si on a un degré de liberté et un seul degré de liberté et vous avez une p-value qui est à 0,000 donc il est significatif, mais ça c'est pas dramatique comme je vous l'ai dit, on s'y attend assez généralement, même si là on a peu de degrés de liberté quand même. Le RMSEA, bah là, ça va pas du tout parce qu'il est à 0,51. Or, je vous ai dit que le RMSEA, il devait être pas supérieur à 0,08. On est largement, largement supérieur à 0,08. Donc, c'est une catastrophe. Le CFI et le TLI, c'est pareil, c'est une grosse catastrophe. Donc là, vous voyez, ce type de modèle, lorsque je le fais tourner, il ne s'ajuste pas en fait. Il ne s'ajuste pas, donc du coup, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin puisqu'il ne s'ajuste pas. Il faut ce qu'on appelle respécifier le modèle. Donc ça, c'est une grande étape aussi que vous avez le droit de faire. Alors, la respécification du modèle vous invite donc à l'ajuster. On se sert de ce qu'on appelle des indicateurs d'ajustement pour voir un petit peu ce qu'il faut ajuster. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les différents indicateurs que l'on prend, puisque là, ça dépend des types de logiciels que vous avez en face de vous. Donc là, j'ai respécifié le modèle une deuxième fois en prenant en compte effectivement différents paramètres au niveau des équations que me donne le logiciel. Et cette respécification du modèle fait que j'ai dû en fait corréler deux variables. Et quand je corrèle deux variables, je diminue en fait un paramètre de mon modèle, ce qui fait que bah, j'ai plus de degré de liberté. J'avais qu'un degré de liberté, j'en ai plus. Donc j'ai un modèle qui est juste identifié ici. Comme j'ai un modèle qui est juste identifié, donc ça veut dire que dans ce cadre-là, bah, je ne peux pas estimer la structure de mon modèle. En fait, tout ce que je peux faire dans ce cadre-là, c'est examiner les coefficients de parcours qui restent. Eux, du coup, je ne pouvais pas les examiner avant parce que la structure était mauvaise. Il faut que la structure soit bonne. La structure, là, elle est bonne. Elle est égale à zéro, donc elle est bonne, hein. Mais du coup, je ne peux rien en dire. Mais par contre, je peux quand même m'intéresser à la spécification de mon modèle. Donc, je peux quand même dire qu'effectivement, là, j'ai une relation négative entre la planification, la défaillance et la désorganisation, on s'y attendait. J'ai une relation négative entre l'organisation et la note sociale, on s'y attendait aussi. Une relation positive entre planning et CM, je m'y attendais aussi. Par contre, j'ai un truc un peu plus bizarre, j'ai une relation positive entre la défiance et le CM. Reste à savoir si c'est significatif. Et là, justement, on examine les différents éléments. Donc là, les différents indicateurs un par un. Donc là, on reprend ce que l'on a euh, on est classiquement au niveau des indicateurs de régression. Donc, on regarde en fait si nos différents B, nos différentes pentes, puisque là, je vous rappelle, c'est des pentes ici, hein, nos différentes pentes sont ou non significatives. Et puis, bah voilà, là, c'est là peut-être qu'il y a la pente 15, mais si elle n'est pas significative, c'est peut-être que tout va bien. Et ici, ce que vous avez là, les petites flèches là, c'est les termes d'erreur. Et donc, les termes d'erreur qui sont effectivement intégrés au modèle. Et ce que vous avez, la relation que vous avez là et là, c'est la relation que j'ai faite ici, explicitement, parce que effectivement, j'avais un modèle qui s'ajustait assez mal. Et comme je voulais ajuster correctement le modèle, j'ai spécifié ça. Et du coup, j'ai une relation qui est établie entre ces deux variables-là, qui est égale à 0,77. Donc, c'est une relation extrêmement forte entre la défaillance et la désorganisation, ce qui est tout à fait logique aussi, mais qui n'était pas prévu au départ. Je ne voulais pas faire cette relation. Voilà pour le côté prédictif. Je crois qu'il me reste encore, ouais, il me reste encore 10 minutes, un quart d'heure, ça va, je peux continuer l'analyse au côté factoriel, sauf si j'ai des questions déjà qui permettent, ou si tout le monde arrive à me suivre, je vais pouvoir continuer d'emblée. C'est possible. Non, c'est bon?
Je peux y Oui. aller? Eh bien, je vais continuer sur la partie analyse factorielle. Donc, on a vu que les modélisations par équation structurelle, c'était deux choses, un côté prédictif et un côté mesure. Le côté prédictif, c'est complètement de la régression. Il nous reste maintenant le côté mesure. Le côté mesure, c'est l'analyse factorielle. Et l'analyse factorielle, il faut d'abord rappeler ce que c'est. Hein. Ça ne date pas des modélisations par équation structurelle, de même que la régression ne datait pas des modélisations par équation structurelle. Donc tout ça, c'est des choses qui existaient bien, bien avant, quoi. Le principal intérêt des analyses factorielles, c'est justement de dépasser la simple corrélation. Donc, comme la régression est basée également sur la corrélation, l'analyse factorielle est également basée sur la corrélation, mais contrairement à la corrélation, où vous êtes sur de 2 à 2, hein, vous examinez deux variables l'une avec l'autre. Dans les analyses factorielles, vous examinez un ensemble de corrélations, ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant, et c'est le gros intérêt justement de ce type d'analyse. Et du coup, ça vous permet de regarder la relation qu'il y a entre toute une série de variables, et grâce à l'examen de ces relations, vous avez un élément qui se dégage qu'on appelle un facteur. Donc l'analyse factorielle tient son nom de ça, justement, c'est les différents facteurs. Et nous, on va parler de facteurs latents, entre parenthèses, un facteur qui n'est pas observable directement. C'est pour ça qu'on parlera de facteur latent. C'est quelque chose qui existe à l'état latent qui va se révéler ou pas en fonction effectivement des situations, par exemple. En tout cas, qui n'est pas observable directement. Et donc, grâce à l'analyse factorielle, on peut révéler ce type de facteur latent. C'est ce qu'on a, par exemple, dans les tests de personnalité. Un test de personnalité, vous avez effectivement posé une série de questions ou les tests d'autorégulation des apprentissages. On posait toute une série de questions et puis vous allez avoir des questions qui vont être communes, enfin des variables, des réponses à des questions qui vont être communes les unes avec les autres. Et vous déduirez de ces relations qui ont ces variables les unes avec les autres, en fait, la présence d'un facteur latent. Euh, Ces facteurs latents, dans le cas des analyses factorielles et surtout des modélisations par équation structurelle, on en a deux sortes. Justement, alors pendant longtemps, on n'avait qu'une seule sorte, mais on ne savait pas. C'est ce qu'on appelle maintenant l'analyse exploratoire, l'analyse factorielle exploratoire, qui est en fait l'analyse classique. Hein. Pendant longtemps, on n'a eu que de l'exploratoire. Et justement, quand les analyses factorielles et une modélisation par équation structurelle sont arrivées, eh bien, finalement, on ne s'est pas contenté de l'exploratoire, on a été jusqu'à la confirmatoire. Donc, c'est la grosse innovation des analyses factorielles issues des modélisations par équation structurelle, c'est qu'on peut non seulement explorer la nature sur les structures, mais ça, c'est en dehors du scope, en fait. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut confirmer la structure. Donc, l'analyse factorielle confirmatoire, c'est la deuxième partie des modélisations par équation structurelle. L'analyse factorielle confirmatoire permet donc de confirmer la structure factorielle. Comme on a fait tout à l'heure, on a confirmé une structure, sauf que ce n'était pas une structure en fait latente, c'était une structure observée. Et ben on va pouvoir faire la même chose avec une structure latente. L'analyse factorielle confirmatoire, qu'on appelle son double petit nom en français, c'est AFC, se distingue de l'analyse factorielle exploratoire, donc on appelle maintenant AFE, au travers des méthodes de calcul qui sont utilisées aussi, qui vous donnent des représentations graphiques qui vont être assez différentes, puisque dans l'AFE, euh, tous les, dans l'AFE, les facteurs peuvent corréler librement avec toutes les variables. Il n'y a pas de relation qui est préconçue, en fait. Alors que dans l'AFC, on va justement dire, ben voilà, ces facteurs-là ne vont corréler qu'avec ces variables-là et pas les autres. Donc on met à zéro, si vous voulez, les relations qui avec certaines variables et on laisse corréler, par contre, avec d'autres variables. C'est en ça qu'on va chercher à prédire une structure. Du coup, ça me permet d'introduire un autre élément que je n'avais pas introduit jusque-là, puisque j'étais sur des variables observées jusque-là. Donc, je n'avais pas à me poser la question de la mesure. Ce qu'introduit l'analyse factorielle confirmatoire, c'est justement la spécification de la mesure, ce qu'on appelle le modèle de mesure. Et ça me permet justement de donner le deuxième pied aux modélisations par équation structurelle, puisque vous avez d'un côté le modèle structurel que je vous ai déjà présenté, qui est basé sur des régressions, du modèle de mesure qui est basé sur l'analyse factorielle. Donc, on distingue classiquement en modélisation par équation structurelle le modèle de mesure du modèle structurel. L'analyse
factoriel confirmatoire, donc, vise à confirmer le modèle de mesure où les facteurs latents n'ont pas de structure particulière, par contre. C'est-à-dire que dans le modèle de mesure, on va intercorréler tous les facteurs, si vous en avez plusieurs, hein, si on en a qu'un, ça ne se pose même pas, hein. Mais si vous avez plusieurs facteurs, on va intercorréler ces différents facteurs de façon à ce qu'il n'y ait pas de structure particulière. Dès que vous allez spécifier une structure, effectivement, vous ne serez plus simplement sur une analyse factorielle confirmatoire, vous serez sur une modélisation par équation structurelle. Ça me permet aussi d'expliquer de quoi on parle quand on parle de modélisation par équation structurelle. Dans une modélisation par équation structurelle, vous avez non simplement un modèle de mesure, mais aussi un modèle de structure. Vous avez deux modèles. Si vous avez qu'un modèle de mesure, ça sera une analyse factorielle confirmatoire, c'est tout, quoi. Et donc, une fois que vous avez confirmé votre modèle de mesure, vous pouvez effectivement aussi aller sur le modèle de structure qui vous permet de voir comment ça se passe au niveau de la structure qui est postulée. Et le gros avantage des modélisations par équation structurelle, c'est que vous pouvez mettre en relation non seulement des variables observées, mais aussi, surtout, des variables latentes. Voilà, c'est le gros plus, hein, par rapport à la régression simple ou à des pistes causales. Donc, exemple de modèle confirmatoire, oui, ici, hein. Donc là, j'ai pris que deux facteurs sur mon échelle, donc défaillance et planification, qui sont là, et qui sont en fait des facteurs latents, techniquement. Donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans la première partie de cette présentation, c'était des variables observées. J'avais fait la moyenne, en fait, hein, des différentes variables. Et là, si je ne fais pas la moyenne, je suis sur les facteurs latents, et c'est le cas ici. Et donc, ces facteurs latents sont évalués au travers de variables observées qui sont tout simplement des réponses aux items. Et donc, j'ai les poids factoriels qui sont ici et j'ai les erreurs de mesure qui sont répertoriées ici. Et j'ai aussi la relation entre mes deux facteurs, puisque là, c'est une corrélation, puisque j'ai pas de structure qui est prévue. J'ai simplement une corrélation entre mes deux facteurs latents et c'est tout. Alors, pareil, on a différentes étapes qui sont là, mais qu'on a déjà vues largement précédemment, qui sont définis comme étant les grands principes de base de ce type d'analyse. On a la spécification du modèle, l'évaluation d'administration du modèle, l'estimation du modèle, le fait de tester le modèle, le fait de respécifier le modèle si nécessaire, en sachant que les chercheurs ne sont pas tout à fait tous d'accord avec la respécification du modèle, puisque en fait, vous sortez légèrement de la confirmation. Comme je vous l'ai dit, on est sur des analyses confirmatoires, c'est-à-dire que si vous avez un modèle et que votre modèle de mesure ne confirme pas votre modèle théorique, eh ben c'est mort normalement, c'est fini. Sauf que ben voilà, on va justifier le fait que ben on a des items quand même qui mesurent pas si bien que ça les choses, et puis c'est pareil, on a des items qui peuvent intercorréler les uns avec les autres parce qu'ils mesurent trop la même chose, donc ça va introduire une erreur de mesure. Donc on peut justifier qu'il soit nécessaire de temps en temps de respécifier le modèle, mais disons qu'il ne faut pas trop abuser et il ne faut pas corréler toutes les variables les unes avec les autres, parce que sinon, bah, ça veut dire globalement que vous n'êtes pas capable de mesurer ce que vous croyez mesurer, quoi. Ça me permet d'introduire un petit peu de vocabulaire aussi par rapport à ce que j'ai dit jusque-là. Donc j'ai parlé des variables latentes. Donc les variables latentes, c'est des variables construites qui n'existent pas. C'est une variable construite qui n'existe pas dans les données. Du coup, ça me permettra de distinguer les indicateurs des variables observées, puisque là, j'ai parlé de variables observées puisque c'était vraiment des moyennes, mais on voit bien que les indicateurs n'ont pas le même statut, hein, puisque les indicateurs vous permettent en fait d'évaluer vos variables latentes. Donc, les indicateurs sont quand même des variables observées, mais dans le cadre d'un modèle de mesure, et peuvent être endogènes ou exogènes. Vous avez les facteurs, donc c'est aussi des variables latentes définies par les indicateurs, et vous avez les coefficients qui est un score entre un indicateur et un facteur. Donc, on introduit, pareil, dans notre type de représentation, ce qu'on a ici au niveau des variables observées, erreurs, ordonnée à l'origine, piste ou covariance. Donc, ça, on connaissait déjà. Et on introduit un nouveau symbole qui est la variable latente, qui va nous permettre de représenter nos facteurs latents dans le cadre de modèles structuraux qui nous permettront effectivement de modéliser des structures X ou Y et qui nous permettront effectivement de dire bah, ces structures-là fonctionnent et ces structures latentes, cette fois, ne fonctionnent pas. Donc, c'est ce qui va distinguer les modélisations par équation structurelle des modèles en piste causale. C'est que dans les modèles en piste causale, vous n'avez que des variables observées. Dans les modélisations par équation structurelle, vous avez au moins une variable latente. Pas besoin que toutes les variables soient des variables latentes, évidemment, mais vous avez au moins une variable latente. Et ça vous donne effectivement différents types de modélisation. Là, effectivement, on a
simplement un modèle de mesure ici, puisqu'on a une structure, simplement un facteur latent avec trois indicateurs. Là, on a juste une analyse confirmatoire. Vous voyez, donc on n'a pas de spécification au niveau de la structure modèle. Donc par contre, c'est une analyse confirmatoire. Donc j'ai bien un modèle de mesure comme là, hein. J'ai un modèle de mesure, mais il n'y a pas de relation qui est prévue entre mes trois facteurs. Donc on n'est pas dans le cadre d'une modélisation par équation structurelle. Je représente bien les différents termes ici, hein, mes erreurs qui sont là, et les différentes variables observées, mon facteur latent ici et là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, bon, je vais parler de modélisation par équation structurelle uniquement dans ce cadre-là, puisque non seulement j'ai mon modèle de mesure, que je retrouve là d'ailleurs, mais en plus de mon modèle de mesure, j'ai une structure qui est postulée de relation entre mes facteurs latents ici. Mais encore une fois, dans une modélisation par équation structurelle, je peux avoir plusieurs combinatoires, hein. Je peux avoir que des facteurs latents comme ce qu'on a là, mais je peux aussi avoir des variables observées, hein. Je pourrais introduire ma variable CM ici. Donc, ce ne serait pas un indicateur, hein, ce serait une vraie variable que j'introduirais dans ma structure. Et donc, à ce moment-là, elle serait évaluée avec mes facteurs latents. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair justement sur ce que sont les modélisations par équation structurelle. Je vais terminer par présenter un petit peu la famille parce que c'est en ça aussi que ça devient un petit peu difficile à saisir ces modélisations par équation structurelle. C'est qu'en fait, c'est juste le début de l'iceberg, c'est juste la surface immergée de l'iceberg. En fait, il y a d'analyses maintenant qui sont issues de ça, c'est-à-dire que ça continue à progresser depuis ses débuts dans les 80-90. Et maintenant, il y a plein de choses qui sont faites avec ça. On a des analyses confirmatoires, vous les connaissez. Les analyses en piste causale, vous les connaissez aussi. Vous connaissez moins ce qu'on appelle l'analyse bifactorielle. Les bifactorielle, c'est vous avez un facteur général qui est postulé et des facteurs spécifiques. Ça, c'est pareil, c'est de plus en plus utilisé. Il y a aussi les analyses multiniveaux. Alors ça, c'est de plus en plus utilisé, mais il faut avoir beaucoup, beaucoup d'effectifs. C'est-à-dire que vous avez des variables qui sont évaluées au niveau des individus et des variables qui sont évaluées au niveau des groupes. Et donc, du coup, vous pouvez évaluer la variance du groupe sur la variance au niveau individuel. Et vous pouvez avoir deux niveaux comme ça, si vous voulez, si vous avez assez d'effectifs, puisque à chaque fois, il faut que ce qu'on appelle les. Alors, c'est pas, on parle pas de groupe, on parle de grappes en français. Mais du coup, il faut que les grappes soient suffisamment nombreuses pour pouvoir faire ce type d'analyse. Vous analysez ce qu'on appelle l'analyse en cluster aussi. Les en cluster, alors c'est pareil, hein, ça part, vous avez ces possibilités d'analyse qui existent, bien évidemment, au niveau des indices, par exemple, Camine et tout ça, mais vous pouvez aussi faire des en cluster latents. Et pareil, du coup, ça nous permet d'avoir un critère, ce qui est toujours un petit problème des clusters. Si vous n'avez pas vraiment de critères pour savoir si vous retenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 clusters, et là, ça vous donne un critère justement pour savoir si votre structure s'ajuste plus ou moins bien. Donc, c'est extrêmement intéressant. On a aussi tout ce qu'on appelle l'invariance de la mesure. L'invariance de la mesure, c'est des problématiques qu'on a au niveau psychométrique pour savoir si mon échelle se comporte de la même façon, par exemple, entre les pays, entre les hommes et les femmes, entre les âges. Vous voyez. Donc, du coup, quand on dit qu'on a une échelle qui est valide, est-ce qu'elle est vraiment valide finalement? Est-ce qu'elle se comporte vraiment de la même façon entre ces différents types de populations? Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut la réajuster en fonction de ces différentes populations. Et la variance de la mesure nous permet de faire ça et enfin, nous permet de quantifier cette invariance. Et donc ça, c'est pareil, ce type de modélisation qui permet de faire ça. Il y a encore beaucoup d'autres choses, hein, qui sont possibles. Disons que ça, c'est les principales analyses qui sont utilisées à l'heure actuelle dans les articles qui donnent lieu à beaucoup de publications. Euh, En termes de ressources, je ne saurais que vous conseiller forcément le bouquin que j'ai écrit avec mes deux éminents collègues, Ariel Bonneville aussi et Yannick Morvan, que je ne peux pas présenter, mais qui ont travaillé avec moi sur une modélisation, sur un bouquin qui traite justement des modélisations par équation structurelle, où il y a un site compagnon que je vous invite à accompagner avec le bouquin plutôt. Je cite aussi l'excellent livre de Ghana et Guillaume Brock sur la VAD. Un des logiciels, donc on est sur M+. Hein, donc il y a deux livres, effectivement. Alors, je l'ai mis le titre en anglais, mais il est écrit en français. Hein, donc les deux sont en français, c'est peut-être un peu plus simple à suivre. En anglais, je conseille plutôt le bouquin de Wang et Wang qui présente beaucoup, beaucoup de choses, qui est très complet, qui est très approfondi. Et je ne saurais que vous conseiller évidemment le site officiel de M+, qui s'appelle StatModel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
Je pense que c'était très clair et limpide, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, pour moi. Super. Alors, il y avait une question dans le chat de L. Dakash. Est-ce qu'il est courant pour ajuster le modèle d'ajouter des corrélations entre les variables? Pourquoi y a-t-il d'autres méthodes d'ajustement? Alors, on a plusieurs. Ouais, en fait, quand on ajuste le modèle, on corrèle en fait les variables entre elles. On peut corréler des variables observées, on peut corréler des variables latentes. Euh, on peut corréler à peu près ce qu'on veut. Le problème, c'est que si vous corrélez des variables latentes, vous interférez avec la structure de votre modèle. Donc, c'est toujours gênant. Donc, c'est pour ça que quand on est sur un modèle de mesure, on va plutôt corréler les indicateurs du modèle de mesure plutôt que d'interférer avec la structure du modèle. Alors, quand on est en piste causale, on n'a pas le choix. Mais quand on est sur un modèle de mesure, on peut plutôt corréler les indicateurs. Et comme je l'ai dit au cours de l'exposé, j'ai peut-être été un peu vite, en fait, on évite de le faire. Il y a certains auteurs qui ne supportent pas, puisqu'on est dans une expertise confirmatoire et non pas exploratoire. Et là, quand vous faites, effectivement, quand vous corrélez des variables entre elles, vous commencez à passer en exploratoire et vous n'êtes plus en confirmatoire. C'est pour ça qu'il y a certains auteurs qui sont assez allergiques à ces démarches-là, quoi. Donc il faut le faire, on peut le faire, ça peut se justifier. Bon, il n'y a pas trop de difficultés à justifier en général, mais voilà, c'est quelque chose qui est problématique à la base. Donc c'est quelque chose dont on n'abuse pas. Vous pouvez le faire sur une ou deux variables, enfin deux, trois corrélations entre donc deux variables à chaque fois, puis ça va être tout, quoi. Il y a Ivan qui a une question. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. Ma question, c'est juste pour c'est plus pour vérifier si j'ai bien compris. Quand on fait du coup un modèle SEM du coup qui mélange modèle de mesure et modèle de structure, Mhm. il faut d'abord du coup vérifier le modèle de mesure avant de pouvoir vérifier en fait le fit du modèle de structure. Ouais, alors en fait, ça peut se faire en même temps, hein, puisque du coup, si vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez le faire en même temps. Mais en général, effectivement, il faut mieux le faire avant, quoi. Comme ça, vous vérifiez votre modèle de mesure si vous intercorrélez tous vos facteurs Mhm. avant, puisque finalement, ça va être votre base. Et effectivement, quand vous allez vérifier le modèle après, quand vous allez introduire les contraintes, en fait, puisque vous allez introduire des contraintes entre les différents facteurs, ça ne pourra pas être mieux que votre modèle de mesure. Ça sera moins bien. Donc, en fait, si c'est moins bien, si c'est vraiment moins bien, c'est-à-dire que vous êtes en dessous d'un indicateur d'ajustement, bah, ça veut dire que c'est votre structure qui est vraiment pas bonne, quoi. D'accord, ok. Alors que sinon, vous ne savez pas bien si c'est votre structure ou votre modèle de mesure qui est pas bon, quoi. Vous voyez? Ouais, ok, super, merci. Après. Ah, une question dans le chat de Sacha Azoulay. Pour être sûr d'avoir bien compris, pour les analyses en cluster évoquées à la fin, celles-ci peuvent être menées en exploratoire, en confirmatoire ou les deux. Ah, les clusters, c'est par contre, c'est un petit peu différent, en fait. C'est vraiment de l'exploratoire. Là, par contre, c'est un petit peu. On rentre dans. Voilà, ça fait partie des extensions, on va dire, qui sont faites maintenant, qui étaient pas disponibles. Les clusters sont disponibles que sur M+, pour l'instant, je crois. Je crois pas que les autres logiciels les embarquent. Je crois pas que Lavan les ait. Il y a des méthodes des clusters sur Lavan, enfin, pas sur Lavan, sur R, mais qui sont pas spécifiquement liées à Lavan. Donc la démarche est un petit peu différente, effectivement, puisque là, on va vraiment passer en exploratoire. Mais là, il n'y a pas de problème, hein. C'est compris comme ça. Il n'y a pas de, c'est une autre démarche. Il faudrait que je la présente à part, en fait. On part, par contre, la ressemblance qu'il y a avec ce que j'ai présenté, c'est que dans ce type d'analyse, effectivement, on est sur des facteurs latents. Donc, effectivement, c'est le seul point commun qu'ils ont. Après, toute la démarche est très différente. Donc là, du coup, il faudrait vraiment un autre séminaire, puisque c'est assez particulier aussi. Il faut présenter justement ce que sont les analyses en cluster. Là, du coup, il faut s'intéresser aux analyses en cluster. Une autre question dans le chat de Titoani Mandri Nazi. Donc, bonjour, je vous remercie pour votre présentation. J'aimerais vous demander si vous pouvez nous expliquer un peu plus l'invariance de la mesure que vous avez mentionnée à la fin. Alors, la variance de la mesure, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment extrêmement puissant, puisque en fait, vous allez faire de la comparaison de modèles, mais de la comparaison de modèles par rapport justement à des contraintes que vous allez introduire. Vous allez contraindre en fait les différents termes. En fait,
on est dans une chose que j'ai pas introduite ici, c'est-à-dire que vos modèles, là, vous pouvez les comparer entre des groupes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, par exemple, chercher à savoir, par exemple, si l'autorégulation des apprentissages est la même chez les filles et les garçons. Et donc, grâce à ce type d'analyse, vous pouvez savoir effectivement si le modèle d'autorégulation est le même. En fait, si les filles et les garçons se comparent de la même façon en autorégulation des apprentissages. Donc, on est sur la comparaison de groupe. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, la comparaison de groupe nous permet de comparer des modèles. Et ben, les modèles d'invariance de la mesure, c'est ça. Sauf que les groupes que vous allez comparer, c'est les niveaux de contrainte. C'est-à-dire que vous allez contraindre finalement entre, par exemple, les Suisses et les Français sur une échelle d'autorégulation des apprentissages. Vous allez chercher à savoir si vous contraignez les erreurs à être identiques entre les deux, entre les Suisses et les Français, est-ce qu'on a toujours des indicateurs d'ajustement qui sont bons? Etc. Vous allez contraindre différents niveaux de mesure. Les erreurs de mesure, c'est ce qu'on fait en dernier, en fait. On va plutôt chercher à contraindre les pentes, on va chercher à contraindre les poids donc entre les différents modèles. Et donc, il faut qu'à chaque fois, il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire que s'il y a une différence qui apparaît en fonction des contraintes que vous introduisez, c'est-à-dire que votre instrument de mesure, finalement, quand vous contraignez à être identique, ben, il n'y est pas. Donc c'est ça la variance de la mesure, c'est que vous avez, grâce à ces différents niveaux de contraintes que vous introduisez, qui sont en fait des groupes, hein, vous introduisez, si vos modèles sont différents, bah, ça veut dire que votre instrument de mesure se comporte pas de la même façon sur les deux groupes. Alors soit c'est les erreurs qui sont pas pareilles, soit c'est les poids qui sont pas pareils, soit c'est les pentes qui sont pas pareilles. Enfin, du coup, vous pouvez isoler en fait quel est le problème sur votre instrument de mesure. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, j'ai essayé en tout cas. Il n'y a pas de feedback, donc a priori, c'était clair. Nicolas, Bonjour, vous m'entendez ou pas? Ouais. J'ai toujours la peur de ne pas être entendu sur Zoom. Je pense que merci pour cette présentation qui était très claire. Je pense que tu partages encore ton écran, du coup c'est peut-être mieux si tu repasses sur ton Ouais, écran qu'on te voit quand tu réponds. c'est vrai, voilà. Moi, la question que j'avais, c'était que souvent, ces SEM que j'ai moi-même utilisés, j'ai l'impression qu'on fait davantage des hypothèses sur un ensemble de chemins plutôt qu'on fait une hypothèse sur le modèle en tant que tel. Et en fait, j'ai typiquement deux situations dans lesquelles je suis toujours un peu emprunté. C'est quand je suis reviewer, par exemple, j'ai souvent des auteurs qui ont des chemins particuliers qui ne sont pas significatifs et donc qui devraient être inconsistants avec leur hypothèse, mais qui me disent, ah, mais on s'en fout, en fait, ce chemin, il n'est peut-être pas significatif parce que les indices de fit, finalement, ils sont satisfaisants. Et j'ai le même truc qui m'arrive en tant qu'auteur, c'est-à-dire que moi, je fais une série d'hypothèses que je veux tester avec des SEM parce que c'est plus parcimonieux, mais j'ai des hypothèses sur des chemins ou des effets indirects. Et très souvent, les reviewers me demandent, ah ouais, mais en fait, tu présentes tes résultats sur tes chemins, mais nous, ce qu'on voudrait voir, c'est les fits. Et je leur réponds souvent qu'au même titre que dans une régression normale, on est intéressé par les estimés en tant que tels et les statistiques inférentielles qui vont avec ces estimés, et pas tellement par le R carré du modèle. Du coup, moi, j'ai l'impression que ces indices de fit dans les SEM, ils sont très loin d'être systématiquement utiles. Est-ce que, de ta perspective, j'ai raison de penser comme je pense, ou est-ce que ces indices de fit sont utiles même quand on a une approche qui est beaucoup plus hypothético-déductive? Alors les indices de fit sont indispensables si tu es sur une modélisation par équation structurelle. Si tu es sur une piste causale, effectivement, la question se pose. C'est plus dans les pistes causales que ça se pose qu'en dans la modélisation par équation structurelle. Puisque dans les modélisations par équation structurelle, tu es sur des facteurs latents, il faut que tu aies ton modèle de mesure. Donc si ton modèle de mesure ne tient pas la route, de toute façon, on ne peut pas discuter. Donc ça veut dire que tes fits, en fait, ils doivent être bons. Par contre, effectivement, là, la question se pose, et là, je te rejoins, effectivement, quand tu es sur les pistes causales, bah, on voit bien qu'on peut avoir finalement une régression, enfin, un modèle en piste causale où on n'a plus de DDL, donc on a plus d'indicateur d'ajustement. Donc là, c'est que du coup, il n'y a pas d'ambiguïté, la structure, elle tient plus. C'est juste les pistes, en fait, hein, qui sont intéressantes. Donc là, on discute effectivement des différentes hypothèses, mais comme on les a présentées tout en même temps, en fait, après, qu'elles soient pas, il faut toutes les discuter.
puisqu'elles sont toutes présentées. Mais après qu'elles soient toutes ou pas toutes vérifiées, je dirais que c'est le modèle qui va te dire effectivement est-ce que tout doit être vérifié ou pas tout doit être vérifié. On est vraiment sur une confirmatoire. C'est-à-dire que est-ce que effectivement tout doit être vérifié obligatoirement et quand tout est vérifié, on vérifie le modèle, ou est-ce que effectivement s'il y en a une ou deux qui vont pas, bah, c'est pas très grave parce que finalement, est-ce que ce type d'indicateur mesure bien ce que dit le modèle ou pas? Parce qu'il va pas y avoir ça. Il y a un écart, il y a toujours un écart entre la mesure et le modèle. Donc, du coup, ça peut s'expliquer comme ça. Après, si effectivement c'est la bonne mesure par rapport au modèle, là, du coup, ça veut dire qu'on remet un petit peu en question le modèle. C'est rare que les auteurs remettent en question le modèle, ils mettent plutôt en question la mesure en général. Donc, s'ils s'en sortent, généralement, enfin, moi, c'est ce que je fais, hein. Je m'en sors au niveau de la mesure plutôt qu'au niveau du modèle. C'est vrai que c'est une démarche, on va parler de plausibilité des choses. Ça change pas, par rapport à une démarche, on va dire, plus expérimentale, où on a A qui prédit B, et là, on est vraiment sur de la causalité. Effectivement, dans le cadre d'une expé où on ne vérifie pas la recherche, vu qu'on est dans une vraie causalité, là, enfin, une vraie causalité un peu plus forte en tout cas, puisque la vraie causalité, ça n'existe pas. Enfin, on a quelque chose de causal qui est quand même un peu plus fort. Bon, c'est vrai que du coup, on peut plus mettre en question le modèle grâce à ça. Sur les modélisations par équation structurelle, on n'est que sur du plausible. Donc, on va se dire, tiens, c'est quand même bizarre, c'est sans doute mon modèle mesure qui va pas bien, quoi. Je sais pas si j'ai été clair. Si, si, très clair, merci. Alors, il est 14 heures, donc c'est la fin. Alors, du coup, l'enregistrement sera disponible. On vous renverra un mail avec les détails. Et puis, du coup, bah, merci beaucoup, Fabien, pour cette présentation très claire, pour les réponses très claires. Et Super. puis, ben, le mois prochain, on se retrouve sur la psychologie de l'extrémisme. Et voilà, ben, merci beaucoup encore une fois, Fabien. Merci à tout le monde d'être venu à 13 heures. Et puis, à bientôt.